conférence du colloque sur donc, faire corps. Et il va s'agir aujourd'hui avec vous de reprendre la question du bouc émissaire dont on a en fait pas mal parlé toute la journée parce qu'on a préparé votre intervention. Et voilà, bouquet final. Voilà, donc Camilo qui a aussi participé à la revue Source Dessous dans le numéro déplacement. Voilà, c'est pour ça qu'il est là. Voilà. Je vous laisse la parole. Alors, à peu près une demi-heure, 35 minutes. Et ensuite, si tout va bien, il pourra y avoir un échange avec la salle si on n'a pas de problème technique. Je parle fort là, non? Vous m'entendez bien? Non, c'est parfait pour moi. Alors, on peut parler sans micro, c'est génial. Voilà. Je laisse alors. On y va? Oui. La parole est à vous. Parfait. D'accord. Allez. Tout d'abord, je souhaiterais, avant tout, vous remercier grandement pour cette invitation et tout particulièrement à la professeure Nadia Taïbi qui me donne aujourd'hui l'opportunité de vous parler de René Girard et du problème de l'union des êtres humains dans sa pensée et de la structure paradoxale des collectifs humains. Alors, bien que les théories de Girard résonnent aujourd'hui dans de nombreux champs des idées, c'est paradoxalement dans le domaine de la critique littéraire qu'il a d'abord construit son hypothèse et qu'il a créé la théorie qui lui sert encore aujourd'hui de fil rouge tout au long de son œuvre, c'est-à-dire la théorie du désir mimétique. Que nous soyons théologiens, anthropologues, philosophes, psychologues, nous devons tous reconnaître la primauté de la théorie du désir mimétique sur tous les autres développements girardiens. Primauté non seulement chronologique, avec son apparition dès 1961, mais aussi primauté logique, puisqu'elle est la pierre de fête d'absolument tout l'édifice. Cette théorie du désir mimétique peut se résumer en une seule phrase. Le désir humain ne relève pas de l'autonomie d'un sujet désirant, mais est toujours déjà déterminé dans ses choix par un médiateur désignant l'objet désirable en le désirant lui-même. Je cite Girard, « À l'origine du désir, il y a toujours, disons-nous, le spectacle d'un autre désir, réel ou illusoire. Tout désir est donc un désir selon l'autre. Contrairement à ce qu'affirmait Socrate dans le banquet, le désir n'est pas une ligne qui va d'un sujet désirant à un objet désiré, mais bien plutôt un triangle dans lequel un médiateur et un sujet se désignent mutuellement l'objet à désirer en le désirant eux-mêmes. Et au fond, le marketing a parfaitement compris ce phénomène depuis bien longtemps, puisque l'objet n'occupe qu'une place secondaire dans la publicité au profit d'un mimétisme généralisé. Ainsi, par exemple, de ces livres portant un bandeau signalant que 100 000 exemplaires se sont déjà vendus, ce qui ne dit évidemment rien de la qualité du livre, ou encore de cette publicité pour les voitures Audi il y a quelques années en France, dont le slogan était « Il a la voiture, il aura la femme », ce qui, à nouveau, ne dit absolument rien des qualités de la voiture, si ce n'est que sa possession déclenche le désir. Ainsi, le marketing a parfaitement compris que nous ne désirons jamais un objet pour ses qualités, mais uniquement parce que celui-ci est déjà désiré. Mais il en va d'ailleurs de même dans le champ de la séduction, dans lequel nous savons tous qu'il ne faut jamais accepter une invitation immédiatement, mais toujours la repousser de quelques jours, afin de montrer que nous ne sommes pas immédiatement disponibles, que nous devons trouver un moment dans notre agenda surchargé, encore que celui-ci soit complètement vide. En nous montrant désirés, nous nous désirables. C'est le même mécanisme que nous retrouvons d'ailleurs dans les entretiens d'embauche, dans lesquels il faut aussi se montrer désiré de nombreux employeurs afin d'apparaître en tant que désirable. La théorie du désir mimétique montre donc que ce n'est pas le désirable qui fonde le désiré, mais bien plus le désiré qui explique le désirable, parce que nous nous imitons tous dans le fait même de désirer. Mais cette théorie apparemment simple prête à un immense malentendu. Pour tout individu s'intéressant à l'histoire des idées, le fait que les êtres humains s'imitent les uns les autres est pour le moins connu et ne présente pas la moindre nouveauté. Pour ne citer que quelques noms célèbres, rappelons que Platon, Aristote, Spinoza, Hobbes, Rousseau et encore bien d'autres, chacun à leur façon, ont donné une grande importance au processus mimétique. La théorie du désir mimétique serait alors la pure répétition d'une thèse plusieurs fois millénaire.
Certes, face à ces noms, Girard a déjà expliqué en quoi sa pensée de l'imitation se différencie de celle de la philosophie. Parce que la philosophie pense toujours l'imitation sur le mode de la copie et de la représentation, alors que les romanciers, et selon Girard, eux seuls, ont pensé l'imitation selon le modèle de l'acquisition, c'est-à-dire selon le désir. Sans cesse, Girard pense que nous avons cantonné notre pensée de l'imitation au champ des représentations, alors qu'il aurait fallu la pousser aussi sur le terrain du désir. Mais la véritable spécificité du désir mimétique chez Girard, qui nous permet d'expliquer les collectifs humains, tient à la façon dont il rapproche les individus. Il y a chez Girard non seulement un désir mimétique, mais en plus une véritable raison mimétique. Parce que dire que les individus s'imitent les uns les autres pose un problème de taille, celui de la cause de cette imitation, mais aussi de notre expérience quotidienne. Nous imitons. Nous pourrions certes faire appel aux découvertes récentes sur les neurones miroirs afin de poser des machines programmées pour imiter. Mais cette thèse se heurte tout de même à notre expérience quotidienne selon laquelle non seulement nous ne souhaitons pas imiter les autres individus, mais en plus nous souhaitons nous en différencier. S'il y a bien un désir qui habite tout notre monde contemporain, c'est bien le désir de différence. Tout le monde valorise la différence, la singularité et l'originalité, à tel point que nous souhaitons tous être aimés d'un amour unique et non pas copié. Les professeurs souhaitent que leurs étudiants fassent des devoirs originaux et les entreprises se battent pour lancer des produits innovants. De toutes parts, donc, le désir contemporain est bien celui de la différence. Comment donc articuler un désir individuel de différence avec leur constatation d'une homogénéisation du monde et le fait que nous nous imitons de plus en plus? Il faut pour cela relire la première page de Mensonges romantiques et Vérités romanesques, page à laquelle nous pouvons donner un caractère paradigmatique puisque c'est la première fois que Girard donne un exemple de désir mimétique. Et la première fois que Girard évoque un désir mimétique, il s'agit de Don Quichotte qui explique à Sancho son admiration pour Amadis de Gaule. Je lis le texte rapidement. Ainsi donc, j'estime, Sancho mon ami, que le chevalier errant qui imitera le mieux Amadis sera le plus proche d'atteindre à la perfection de la chevalerie. Et Girard de commenter, Don Quichotte a renoncé en faveur d'Amadis à la prérogative fondamentale de l'individu. Il ne choisit plus les objets de son désir, c'est Amadis qui les choisit pour lui. Nous voyons donc bien ce premier désir mimétique signalé par Girard. C'est le désir de chevalerie de Don Quichotte. Or, qu'est-ce qu'un désir de chevalerie si ce n'est un désir de différence, un désir de distinction? Don Quichotte cherche à être chevalier et donc à se distinguer. Et afin de se distinguer, il imite Amadis. Il veut donc être différent comme lui. Le désir mimétique girardien est donc à interpréter selon deux niveaux d'interprétation, non seulement différents, mais en plus contraires. Il y a un désir intentionnel et individuel de se différencier, et donc de désirer des objets différenciants, mais selon une logique que nous allons maintenant expliquer, un individu souhaitant se différencier doit paradoxalement se rapprocher des autres. C'est dans la philosophie de Spinoza que nous trouvons une explication à ce phénomène paradoxal. S'il y a bien un auteur auquel on ne peut pas reprocher de ne pas avoir pensé le mimétisme dans sa relation au désir, c'est bien Spinoza. Le texte le plus important sur ce point est la proposition 27 de la troisième partie de l'Éthique. De ce que nous imaginons une chose semblable à nous et que nous n'avons poursuivi d'aucun affect, affectés d'un certain affect, nous sommes par là même affectés d'un affect semblable. Mais nous pourrions multiplier presque à l'infini les textes dans lesquels Spinoza a manifestement l'intuition que l'objet du désir provient du fait que d'autres individus l'investissent déjà d'un désir semblable. Ainsi, par exemple, de la définition de l'émulation. Je cite, « Rapportée au désir, elle s'appelle émulation, laquelle partant n'est rien d'autre que le désir d'une certaine chose qu'engendre en nous le fait
que nous imaginons que d'autres, semblables à nous, ont le même désir. Évidemment, du comportement des enfants, lui aussi totalement déterminé par un modèle qu'ils imitent. Je cite, « Car les enfants, parce que leur corps est continuellement comme en équilibre, nous savons bien par expérience qu'ils rient ou pleurent pour cela seul qu'ils en voient d'autres rire ou pleurer. Et tout ce qu'ils voient encore faire aux autres, ils désirent aussitôt l'imiter, et enfin, ils désirent pour eux-mêmes tout ce qu'ils imaginent être agréable aux autres. » Toutefois, nous disposons d'un texte plus précis de Spinoza, dans lequel il explique pourquoi les êtres humains s'imitent et donc pourquoi ils forment corps. Dès le début du traité de la réforme de l'entendement, Spinoza se demande ce qu'est le souverain bien que les hommes devraient poursuivre dans leur vie. Traditionnellement, écrit-il, 3 objets sont considérés comme le souverain bien: la richesse, les honneurs et le plaisir. Or, dans un mouvement extrêmement classique en philosophie, Spinoza rejette très rapidement les plaisirs et les richesses, surtout parce que, comme ils sont inconstants, ils divertissent l'esprit et ne peuvent pas réellement le combler à long terme. Mais les honneurs intéressent tout particulièrement Spinoza, à tel point qu'il leur consacre un paragraphe entier. Contrairement aux plaisirs et aux richesses, les honneurs doivent être condamnés pour une raison plus spécifique. Je cite, « Enfin, les honneurs sont une grande entrave, en ce que, pour les obtenir, il faut nécessairement diriger sa vie selon le point de vue des hommes, c'est-à-dire éviter ce que la foule évite et rechercher ce que la foule recherche. Le problème spécifique des honneurs est donc qu'ils obligent les sages à aligner leur comportement sur celui des ignorants, sur celui du plus grand nombre, à désirer ce que la foule désire, foule fuit. C'est-à-dire que la quête des honneurs contraint les hommes à prendre la foule même en tant que modèle. Mais qu'est-ce que désirer les honneurs? Tout le monde conviendra que l'honneur est bien une distinction, à tel point que nous disons bien d'un titre honorifique comme une médaille que c'est très précisément une distinction, un objet dont la possession nous différencie du reste du groupe qui ne l'a pas. Nous trouvons donc dans ce texte une logique selon laquelle un désir de se différencier pousse des individus à mettre en adéquation leur comportement avec ceux de tous, et donc à se rapprocher du groupe. Or, ce phénomène obéit à une véritable logique qui fait d'ailleurs que même les plus grands spécialistes du désir mimétique ne peuvent en réalité pas y échapper. Reprenons l'exemple spinoziste des honneurs. Imaginons que nous vivions dans une société A, dans laquelle ce qui est valorisé par tous les individus soit le fait de donner sa vie sur un champ de bataille. Eh bien alors, logiquement, afin d'être honorés dans cette société A, nous n'aurons d'autre choix que de donner notre vie au combat. Mais si nous habitons dans une société B, dans laquelle ce qui est valorisé soit le fait de participer à la gestion de la cité, alors tout individu souhaitant être honoré devra se lancer dans le combat politique. Un individu souhaitant être honoré dans la société A et se lançant en politique ne le serait pas. La rationalité mimétique provient donc toujours du fait que c'est le groupe qui dicte le critère différenciant, et donc que personne ne peut s'abstraire du groupe au moment même où il souhaite se différencier de celui-ci. Voyons donc bien comment la théorie girardienne rapproche dans un premier moment les individus de façon paradoxale et pourtant rationnelle. Elle les rapproche, tout comme dans un tableau, le point de fuite organise autour de lui chacun des éléments. Dans les collectifs humains, c'est la fuite et le désir de se différencier et tenir ensemble les individus, et cela fonctionne parce qu'il s'installe entre les individus et les objets une véritable boucle selon laquelle les objets déterminent les comportements humains en ce que leur apparaître désirable nous les fait désirer, mais d'un autre côté, les objets eux-mêmes sont déterminés par les comportements humains en ce que c'est notre désir qui les fait apparaître en tant que désirables. Ainsi, rationnellement, pour se différencier, il faut paradoxalement imiter. Parce que celui
qui désire se différencier est contraint de se soumettre aux critères de différenciation du groupe lui-même. Mais nous trouvons chez Girard une deuxième logique de rapprochement des individus. Et cette fois, il s'agit bien de la création d'un groupe en tant que tel, d'une unification interne du collectif. Il suffit, pour comprendre cette logique, de prolonger la même logique mimétique. Certes, le mimétisme rapproche les individus, mais ce rapprochement est toujours paradoxal et ses conséquences terribles. Lorsque le mimétisme se joue dans le champ du désir, le modèle du désir va aussi devenir rival. Nous connaissons tous ces moments de retournement mimétique. Toute la culture humaine se base sur des phénomènes d'imitation. Un enfant parle par imitation, marche par imitation. Et pendant toute son enfance, il s'entend dire combien il doit imiter. Bien manger comme papa, être fort comme papa, s'habiller comme papa, avoir un beau métier comme papa. Jusqu'au jour où, tout naturellement, l'enfant désirera aussi coucher avec sa mère comme papa. Là, tout à coup, il s'affrontera au nom du père et au nom de la société. Ce qui était une imitation pensée en tant que positive dans tous les processus de transmission de la culture devient tout à coup une imitation négative dans le champ du désir. Au-delà d'Oedipe, la littérature et le cinéma sont gros de nombreuses histoires ayant la forme suivante. Deux jeunes gens sont les meilleurs amis du monde. Ils font tout ensemble, ont les mêmes idées, les mêmes projets, les mêmes ambitions, les mêmes passions. Ils sont inséparables jusqu'au jour où, grandissant, ils tombent amoureux de la même personne. Alors, ce qui n'était qu'amitié, à toute épreuve, devient une relation de haine absolue. Nous pouvons penser ici au film Pearl Harbor avec Ben Affleck, qui est probablement bien plus un film sur le désir mimétique qu'un film sur une attaque militaire japonaise. À différence donc de tous les autres champs, le désir n'accepte pas facilement l'imitation. Et le désir mimétique devient tout de suite une violence mimétique. En effet, le mimétisme, parce qu'il fait de nous des rivaux et pas seulement des modèles, ne fait pas que nous rapprocher. Il porte aussi toute une théorie de la violence mimétique que nous connaissons dans les expériences les plus simples. Il suffit de mettre 5 jouets identiques dans une pièce et d'y introduire 5 enfants. Très rapidement, les désirs des enfants vont se concentrer sur un nombre de plus en plus petit de jouets et ils voudront assez rapidement tous le même objet. Non pas le même objet au sens de même objet que les autres, mais le même objet au sens de ipsé, l'objet lui-même, le seul et unique, celui que tout le monde désire. D'ailleurs, vous verrez que la violence est presque toujours une violence du même, et pas du tout, comme nous tendons à le penser, une violence de la différence. Ce n'est que rarement que la différence provoque de la violence, mais bien plutôt, la cause de la violence est la mêmeté. Je dis mêmeté pour ne pas surcharger le mot d'identité. Prenons un exemple paradigmatique, le racisme. On entend partout que le racisme est une intolérance à la différence. Mais cette accusation est en réalité surprenante. Comme le note Girard, l'expérience sud-africaine nous montre que le raciste adore la différence. Il adore que ses enfants aillent dans des écoles différentes de celles des enfants racisés. Il adore habiter dans un quartier différent de ceux des familles racisées, avoir accès à des emplois différents, à des hôpitaux différents et à des bus différents. De toutes parts, le racisme est paradoxalement un éloge de la différence. Le problème du raciste survient lorsqu'on va lui dire que ses enfants vont aller dans les mêmes écoles. Il habitera le même quartier et qu'il partagera les mêmes moyens de transport avec absolument tout le monde. C'est donc bien le même qui le dérange et non pas du tout la différence. Toujours la violence du même menace, mais en plus, elle s'étend par un phénomène de contagion. Non seulement le désir est mimétique,
mais la violence est aussi mimétique. Regardez combien il est difficile de ne pas répondre à la violence par une autre violence. Quelqu'un me tend la main pour me... De façon mimétique, je lui tends la mienne. S'il la retire, je retire la mienne aussitôt. Mon mimétisme positif de la sympathie s'étend aussi au mimétisme négatif des offenses. Nous pensons habituellement que dans les phénomènes de réciprocité qui sous-tendent toutes nos sociétés, nous échangeons des cadeaux ou des faveurs, ce qui en un sens est vrai. Mais n'oublions pas que nous échangeons aussi, et peut-être surtout, bien plus, des insultes et des coups. Il est très difficile dans le champ de la violence, plus que dans tout autre, de ne pas rendre ce que l'on a reçu avec le même geste que celui que nous avons reçu. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que la violence la plus traditionnelle et que le système de justice le plus ancien soit justement celui de la vengeance, c'est-à-dire de la violence mimétique, de la violence qui se donne et qui se rend comme dans un effet de miroir. Comment donc sortir d'un moment de violence mimétique dans lequel la violence a atteint tout le monde? Nous pourrions imaginer le fameux contrat social, ou plus simplement un accord. Mais évidemment, le contrat est une difficulté philosophique paradoxale. Certains auteurs pensent, à travers le contrat, que nous pourrions créer des normes grâce à un accord rationnel. Mais cette solution souffre d'une grande pétition de principe. On ne peut pas penser que l'éthos, c'est-à-dire les normes, proviennent du logos, c'est-à-dire du langage, du dialogue, parce que rentrer dans le langage avec quelqu'un suppose déjà une position éthique. Pour le dire simplement, accepter de parler à quelqu'un, pour accepter de parler avec quelqu'un, il faut déjà avoir renoncé à le tuer et l'accepter comme un interlocuteur potentiel. Nous savons tous que le plus difficile dans des négociations, les interlocuteurs à la table et qu'ils acceptent de se parler. Et la paix ne provient pas en elle-même de l'accord, puisque pour passer un accord avec quelqu'un, il faut déjà avoir accepté de parler avec lui et donc être déjà dans des relations éthiques minimales avec lui. Nous pourrions alors nous tourner vers les animaux non humains et voir comment eux gèrent ces problèmes. Bien souvent, chez eux, la violence ne va pas jusqu'au bout. Et rares sont les animaux qui se tuent dans les combats de domination. Ils ne se tuent pas parce que le plus faible se soumet. Mais le problème est que, comme l'a montré Hobbes dans le chapitre 13 du Léviathan, dans le règne des humains, il n'y a pas de personne objectivement forte, ou tout au moins pas assez forte afin de faire reposer son pouvoir sur la force. Nous pouvons parfaitement imaginer tuer la personne la plus forte du monde en nous alliant avec d'autres ou en utilisant une arme. Ni la force, donc, ni le contrat ne peuvent sauver les groupes de leurs dissensions internes. Comment faire? Il suffit pour cela que la violence de tous contre tous devienne la violence de tous contre un, par un simple effet de mimétisme. Ceux d'entre vous qui fréquentent les fêtes le savent. Rares sont les combats à 1 contre 1 ou à 2 contre 2. Les combats équilibrés ne sont pas la loi du genre. Ce sont bien plus des combats sportifs qui demandent toute une machine, un ring, un arbitre, un octogone, etc., etc. Toute une machine qui maintient cet équilibre du combat à 1 contre 1. Mais les combats hors de ces différentes organisations commencent à 3 contre 3 et finissent très vite à 5 contre 1. Et comment donc se choisit ce 1 contre lequel nous nous retournons tous? De façon simplement mécanique. Puisque nous croyons que la violence provient toujours d'une différence que quelqu'un apporte dans notre groupe, la moindre différence peut faire l'affaire. Sa taille, son poids, son origine, son genre, sa couleur de peau, tout fait l'affaire afin de le désigner comme le responsable de la violence qui habite notre groupe. La seule condition est qu'il soit marginal, qu'il habite les marges du groupe afin que nous puissions tous ensemble l'expulser. D'où la somme impressionnante d'étrangers expulsés dans les textes mythologiques, mais aussi dans la politique contemporaine. Cette marginalité explique la violence collective qui s'abat sur eux. C'est là le phénomène du bouc émissaire
qui nous permet de nous décharger de notre propre violence sur une personne unique que nous tenons pour la vraie responsable de nos violences internes. Mais le plus tragique est que ce phénomène fonctionne. Pourquoi fonctionne-t-il? Parce que pour la première fois, il pose une véritable union dans l'action du groupe. Pour la première fois, nous agissons ensemble et donc comme un nous qui commence à exister dans ce projet même de violence collective. Qu'en serait-il de la véritable union des supporters du Paris Saint-Germain sans leur haine commune pour ceux de l'OM et vice-versa? Qu'en serait-il en politique de l'union des gauches si ce n'était pas le temps de s'opposer à la droite, ou de l'union des droites le temps de s'opposer à la gauche? Les droites et les gauches sont-elles vraiment d'accord autrement que dans l'opposition à leur adversaire? Nos unions sont bien souvent négatives. On s'unit toujours plus facilement contre quelqu'un que pour quelqu'un. Parce que l'opposition nous permet de distinguer un « eux » qui s'oppose donc nécessairement à ce qui serait un « nous » existe. Or, nous avions déjà dit que la violence provenait de l'effacement des différences. Et bien tout à coup, la mise à mort d'une victime émissaire permet de retracer les frontières et de reposer des différences stabilisatrices. Non seulement cette violence commune permet de rapporter des différences spatiales entre un lui et un nous, mais aussi des différences temporelles entre le moment de la guerre de tous contre tous et celui du retour à la paix, une fois la victime mise à mort ou bien expulsée. Le fait de retracer les frontières ramène la paix et confirme paradoxalement que la victime était bien et réellement coupable. Puisque sa mort a ramené la paix, c'est donc bien que c'était lui, le coupable de toute la violence de notre société. Girard a pu montrer que, tout comme chez Camus, la peste qui frappe Thèbes dans Oedipe III n'a rien d'une peste médicale, mais est bien plus une peste politique, c'est-à-dire une quasi-guerre civile qui frappe Thèbes. Or, comment en sortir? Il serait bien trop long de chercher les causes. Mieux vaut rapidement trouver un coupable que nous pourrons expulser de la ville et qui emportera la peste qui habite notre ville, tout comme la paix revient lorsque toutes les races de la terre du milieu s'unissent afin de se lancer contre le Gollum et donc contre un monstre. Ou encore, tout comme tous les chasseurs du petit village s'unissent pour mettre à mort le loup dans le petit chaperon rouge. Au fond, nous croyons tous que Deep est coupable et que Gollum est véritablement un monstre. Mais leur histoire est-elle vraiment différente que l'on accusait d'empoisonner les puits au Moyen-Âge ou de ces quelques réfugiés que l'on accuse aujourd'hui de mettre à mal une économie de 67 millions de personnes? Ce n'est pas si certain. Toujours, l'union des groupes en passe par une violence collective. Violence dirigée vers l'extérieur et qui permet de cacher son caractère interne en distinguant entre un eux et un nous. Comme il serait trop lourd d'assumer nos dissensions et d'assumer que la violence est notre violence, il vaut mieux dire qu'elle vient d'ailleurs. D'un ailleurs qui a toujours le visage de la différence afin de cacher que la violence est toujours la violence du même. Ainsi, pour conclure, et pour revenir au cinéma, nous pourrions dire que nous vivons tous dans l'illusion des Dents de la Mer. Souvenez-vous de ce film. Dans la petite ville d'Amity, l'été bat son plein. Tout est calme, tout va bien, tout le monde semble heureux. Sauf qu'aux marges de la ville, dans l'étrangèreté de l'océan, un monstre règne. Et sa violence va frapper la tranquillité de la pauvre ville d'Amity. De fait, la seule façon de ramener la paix estivale sera bien de mettre à mort le requin, nous unir dans la haine commune que nous avons de ce requin. Mais regardez comment ce film laisse quand même entrevoir le problème girardien et comment le film laisse entrevoir que la violence que nous souhaitons constamment chasser n'est peut-être pas une violence externe, mais une violence interne.
Parce que le film pose deux problèmes différents. D'abord, la scène finale, dans laquelle le commissaire de police et le biologiste marin sont en train de flotter sur un bout de bois, perdus dans l'océan, après qu'ils aient tué le requin. Or, parviendront-ils à regagner le rivage? Le film ne le dit pas. Mais l'on ne peut s'empêcher de penser devant cette scène à cette forme de sacrifice qui consistait à abandonner des gens en mer afin que ceux-ci décèdent loin du village. Au fond, la paix d'amitié, s'est-elle payée du prix de la mort du requin? Ou s'est-elle payée du prix du sacrifice du commissaire et du biologiste qui ne sont peut-être jamais revenus au village? Nous ne le saurons jamais. Deuxièmement, le film pose une autre difficulté, dans le fait que non seulement il y a les dents de la mer 1, mais en plus il y a les dents de la mer 2, 3, 4, 5 et bientôt 6. Pourquoi donc? Pourquoi nous n'en avons jamais fini de chasser les monstres? Pourquoi nous n'en avons réellement jamais fini de décharger notre propre violence? Eh bien, tout simplement, les monstres reviennent toujours parce que les monstres ne sont pas hors de la communauté, mais bien dans celle-ci. Comme le montre l'exemple du petit chaperon rouge, le loup n'attaque pas dans l'obscurité et la froideur du bois. On tranquillement aller nous balader dans le bois, le loup ne nous attaquera pas. En revanche, les loups attaquent au cœur même des maisons, dans la maison de la grand-mère elle-même, dans le lieu de l'union, dans le lieu de la chaleur du foyer et de la filiation, révélant ainsi les dents de la mer et le petit chaperon rouge faisant peut-être le même geste philosophique, révélant ainsi donc que les monstres reviennent toujours parce que les seuls monstres, c'est nous. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Si, vous entendez en tout cas. Oui. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de micro pour parler apparemment. Ouais. Oui, je vous entends parfaitement. Ok, bah c'est cool. Donc, très bien, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Il y a eu des moments en fait où l'image s'est arrêtée un petit peu, mais ça, c'est pas de votre fait. On a quand même suivi, donc depuis le désir mimétique chez René Girard jusqu'au chaperon rouge, en effet, jusqu'à la question du bouc émissaire. On est comme, en fait, finalement, on crée de la différence pour pouvoir l'expulser. La fabrique du monstre, merci. Et tout ça pour s'apercevoir que le monstre, c'est nous. Absolument. Ça va? Ouais. Le vrai loup, c'est nous. Le vrai monstre, c'est nous. Alors, y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Vous pouvez parler. Oui, il y a des questions. Non, aucune question. Une question peut-être? Oui? Non? Non. Donc, du coup, moi j'en ai une pour lancer le débat parce que sinon je vois que là. Alors en fait, donc la question du colloque de la journée, c'était faire corps. Alors, si j'ai bien compris votre propos, le bouc émissaire, vraiment, il sert, enfin, c'est pour qu'on puisse avoir une vision un peu plus synthétique et simple. En fait, le bouc émissaire, il sert justement, il a une fonction de production du corps politique, quasiment. Chez René Girard et un petit peu dans ce que vous avez dit aussi. Est-ce que j'ai juste ça? Parfaitement, c'est exactement ça. De fait, on le voit non seulement chez de très nombreux philosophes, par exemple, c'est ce qui apparaît dans la critique de la raison dialectique de Sartre. Lorsque Sartre commence à parler du groupe, il commence à dire, pour que le groupe existe, il faut que le groupe se reconnaisse un ennemi commun. C'est ça vraiment qui va pouvoir créer un corps, qui va pouvoir créer un groupe. Parce qu'on comprend bien que même politiquement, dans un parti, il y a toujours des lignes différentes. Il y a toujours un petit point sur lequel on n'est pas vraiment d'accord. Mais il y a un moment lors duquel on est vraiment d'accord, c'est si on a un ennemi commun. Alors là, tout à coup, on va réellement pouvoir créer
D'ailleurs, ce qui s'appelle l'union sacrée. L'union sacrée qui passe peut-être pour cette raison nécessairement par une des modalités possibles du sacrifice. Créer une union sacrée, c'est toujours être prêt à sacrifier des gens, c'est-à-dire être prêt à les tuer. Oui, alors jeune homme, vas-y. Je voulais parler entre le bouc émissaire traditionnel et les victimes de la stigmatisation dans les sociétés modernes. Il faut que tu... Vous avez entendu? Non, c'est un petit peu loin. C'est un petit peu loin, je n'ai pas entendu. Quel parallèle on peut établir entre le bouc émissaire traditionnel et les victimes de la stigmatisation dans les sociétés modernes? Alors, il y a une grande différence. La grande différence, c'est que ce qu'on appelle rituellement le bouc émissaire, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que lorsque René Girard a publié son livre qui s'appelle Le bouc émissaire, quelqu'un a essayé de le traduire en japonais. Et ils se sont rendus compte que le bouc émissaire n'existe pas en japonais. Parce que vous voyez bien que pour parler de bouc émissaire, il faut déjà qu'on ait pu se rendre compte que la personne est innocente. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque nous tous, nous avons des boucs émissaires, eh bien évidemment, nous les avons parce qu'on ne sait pas que ce sont des boucs émissaires. Si nous savions que ce sont uniquement des boucs émissaires, nous cesserions immédiatement de les persécuter. Donc, il faut établir une différence entre le rituel sacrificiel biblique du bouc émissaire, dans lequel les gens savent ce qu'ils sont en train de faire, et la stigmatisation de très nombreuses personnes dans les sociétés contemporaines dans lesquelles, en fait, on ne sait même pas que ce sont des boucs émissaires. Pour que le bouc émissaire fonctionne, il faut qu'on ne sache pas que ça fonctionne. En quelque sorte, si on révèle le processus, il ne peut plus marcher. D'accord, merci beaucoup. Là, j'en ai une question ici. Oui, bonjour. On a eu 3 conférences aujourd'hui. La première sur la fabrique du héros, la deuxième sur les pentecôtistes et la troisième sur l'engagement en politique. Et dans les 3, il y avait l'idée qu'un des moteurs, c'est transcendantal, c'est une joie, c'est un enthousiasme. On est sur les passions joyeuses, pas sur les passions tristes. C'est-à-dire que le désir n'est pas un venin. J'ai l'impression dans la lecture de René Girard qu'on est toujours sur une lecture des passions tristes de Spinoza, c'est-à-dire que le moteur de la vie en société ne se fait pas par l'enthousiasme. Vous confirmez? Vous avez parfaitement raison, et juste, je dis 2 mots sur ce point-là. Effectivement, Girard, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une anthropologie sombre ou une anthropologie obscure. Mais il la justifie quand même de façon intéressante. Il y a de très nombreuses pages intéressantes chez Girard sur le rire. Et il dit que, traditionnellement, on associe tous spontanément le rire à la camaraderie, la fraternité, la joie. Et lui rappelle sans cesse que les animaux qui rient, ce sont les hyènes. C'est-à-dire précisément les animaux qui chassent en meute et qui chassent des proies faibles. C'est-à-dire que le rire est toujours un petit peu le rire de gens qui lynchent. Pour une raison extrêmement simple, c'est que rire, c'est toujours rire d'eux. Le rire a toujours une cible. Même si on rit de soi-même, le rire a quand même une cible. Donc Girard est toujours extrêmement méfiant des gens qui pourraient être un petit peu trop joyeux. Parce qu'en fait, on est toujours un petit peu joyeux ou un petit peu enthousiaste contre quelqu'un ou pour un crime qu'on va précisément commettre. Girard rappelle assez souvent que les nazis riaient beaucoup. Merci beaucoup. Encore, alors, il y avait une question ici. Tu voulais... Non, moi je voulais juste rebondir du coup. Moi je me soyais loin, mais du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas faire entrer dans l'histoire personnelle de René Girard pour comprendre cette sombritude? Alors, je ne suis pas psychanalyste, mais là, quand même, on peut faire, où l'œuvre de Girard est vraiment, je pense, marquée par sa vie, c'est dans la lecture qu'il fait de la Bible. Puisque tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, Girard va dire en dernière instance qu'il y a une personne qui a révélé ce phénomène, et c'est évidemment le Christ.
Le Christ qui essaie de nous faire passer du sacrifice en tant que sacrifice de l'autre au sacrifice en tant que sacrifice de soi. Au fond, Girard va dire, tous les livres disent toujours que la victime est coupable. Oedipe est coupable. Il prend pratiquement toute la mythologie amérindienne pour montrer que constamment on tue les gens qui sont présentés comme coupables. Et il va dire qu'il y a une grande exception, c'est le texte biblique dans lequel effectivement il y a un bouc émissaire, mais pour la première fois on dit le bouc émissaire est innocent. Et si le bouc émissaire est innocent, alors on ne peut plus commettre des sacrifices historiques, des sacrifices humains. Donc là, sur ce plan-là, je pense que oui, il y a effectivement la vie de Girard qui influence l'œuvre de Girard. Merci beaucoup. Alors là, j'ai une question ici. Oui, on a l'impression qu'il y a plus de violence, il y a beaucoup de violence, de haine dans notre société aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que, puisque les seuls monstres c'est nous, c'est parce que la société d'aujourd'hui nous rend plus monstrueux et monstrueuses peut-être, ou est-ce que parce que notre société d'aujourd'hui, comme avec le mouvement MeToo, est en train de désigner les monstres qui n'ont pas toujours été évidemment désignés par le passé et cachés, comme on en a parlé. Cachés ou même déniés. Girard a une réponse politique à ça. Girard, politiquement, il est, pas un petit peu, il est franchement conservateur. Donc, il a une réponse politique sur ce point-là qui consiste à dire la chose suivante. Effectivement, nos démocraties contemporaines sont peut-être paradoxalement plus violentes que d'autres régimes politiques dans le passé. Mais c'est paradoxalement pour une bonne raison qu'elles le sont. Elles le sont parce que, évidemment, l'égalité produit de la violence. Et l'égalité produit de la violence pour une raison très simple, les aspirations. C'est-à-dire qu'on comprend bien que dans un système monarchique, la violence politique se réduit à peu près à une famille. Pour savoir qui va être le roi, on peut se battre entre cousins plus ou moins éloignés, mais finalement, c'est une violence réduite. Dans un régime démocratique, pour savoir qui va être le président, eh bien, littéralement, ça peut être une lutte de tous contre tous, avec cette idée que l'égalisation des conditions, même si c'est quelque chose qui est peut-être positif politiquement, produit plus de violence, parce que tout à coup, il y a un plus grand nombre de personnes qui peuvent aspirer aux mêmes choses. Alors qu'une société extrêmement hiérarchisée, une société extrêmement segmentée, comme elle bloque les aspirations, elle bloque un petit peu le désir mimétique. D'autant plus que c'est l'égalité qui produit le mimétisme aussi. C'est parce qu'on est égaux. Absolument. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie. Pour vos activités matinales. Et merci. Okay.